Jean-Christophe Meyer. Voilà, je suis un ami de longue date d'Alain, puisqu'on a grandi dans le même village d'Alsace du Nord. Alors, mesdames, messieurs, c'est avec plaisir que j'ai répondu à son invitation. Mais comme je ne suis ni un spécialiste d'histoire de l'art, ni un expert de la scène artistique régionale, je me doutais bien que c'était pour jouer le rôle du Candide. Mais je le fais avec plaisir, parce que déjà, ça m'a offert une belle rencontre avec Gabriel Micheletti. Et je dirais que le fait de poser un regard de béotien, des fois, ça permet aussi d'avoir un regard neuf, quoi. Donc, en découvrant ses travaux, les plus anciens, autant que la production qu'il expose en ce moment dans le cadre de la manifestation, il y a quand même eu au moins une émergence de réminiscences. Alors, autant de lectures, hein, puisque je suis plutôt littéraire, je suis historien et germaniste, que d'expériences esthétiques marquantes. Alors, dans l'espoir bien compris de vous donner très vite la parole pour dialoguer avec l'artiste, je limiterai mes observations à 3 et je poserai des questions qui vont dans ces axes-là à Gabriel. Alors, la première chose que j'ai remarqué dans l'échange avec lui, c'est que Gabriel Micheletti s'inscrit pleinement dans l'esprit de la manifestation, parce que ce n'est pas un neurologue pour qui la peinture est un violon d'Ingres, et ce n'est pas un artiste pour qui la médecine est un job alimentaire. Il est pleinement à la fois l'un et l'autre en même temps. Donc, ça a des conséquences sur sa manière d'appréhender les choses, sa Weltanschauung, comme disent les Allemands, probablement sur ses pensées, ses rêves éveillés, voire peut-être ses cauchemars, j'en sais rien. Mais en tout cas, en lui, il y a sûrement un artiste, un saltimbanque et un géomètre qui sont en dialogue constant. Alors, j'ai pensé à cela aussi parce que je savais que j'allais le rencontrer et que on avait programmé cette intervention avec Alain déjà avant l'été. Et au mois d'août, pour des recherches, je suis parti à Leipzig et à Berlin, et en route, je me suis arrêté à Weimar. Et donc, à Weimar, en visitant la maison d'été où Goethe s'adonnait de manière indifférente à ses travaux de botanique, à ses travaux sur la théorie des couleurs ou de la lumière, ou aussi il s'adonnait au dessin, à l'écriture. J'ai pensé à un passage qui, dans mes études de germanisme, m'avait frappé, de Dichtung und Wahrheit, donc c'est vérité et poésie. Hein, donc c'est ça, c'est son autobiographie prosaïque et poétique, si vous voulez. Et il insiste fortement dans un passage sur tout ce qu'il doit, en tant que, il va devenir un génie polymorphe, mais tout ce qu'il devait, en fait, pour son égal amour des sciences et des arts, au panthéisme sensible. Il parle d'Empfindsamkeit, c'est un mouvement aussi littéraire et artistique en Allemagne, de sa mère. Donc, il parle d'un panthéisme sensible. Alors, ma première demande pour le peintre et le neurologue qu'est Gabriel, c'est, il me semble intéressant qu'il évoque un peu ses années d'apprentissage, son matin du monde, c'est-à-dire le moment où il se rend compte qu'il devra, pour assouvir son amour de la science et des arts, en fait, devenir un praticien des deux disciplines. Ce sont deux disciplines, comme vous le savez, qui ne souffrent pas trop le dilettantisme si on veut les pratiquer avec maîtrise. Bon, j'attends la réponse.
Jean-Christophe, je crois que tu poses très très bien le problème. Si tant est qu'il y a un problème. Il n'y a pas de problème. Mais il y a deux mots qui m'ont... deux allusions qui me plaisent beaucoup dans ton intervention. C'est d'envisager que je puisse être un saltimbanque, et c'est plutôt flatteur. Je suis pas très ingambe et je me vois pas trop danser, mais le saltimbanque me plaît. Et puis cette allusion à Goethe qui me renvoie à un peintre que j'aime par-dessus tout, qui est Gaspard David Friedrich, qui est un romantique allemand du début du XIXe siècle et qui a comme meilleur ami, et avec l'âge, je me suis convaincu que j'étais sa réincarnation, qui a comme meilleur ami Gustave Carus, qui est le seul élève que Gaspard David Friedrich a eu. Et Gustave Carus est professeur à la faculté de médecine de Berlin et dessine. Et il dessine quoi? Il dessine des végétaux. Et je dessine et je peins quoi? Je peins la forêt et des végétaux. Donc, je me situe immédiatement dans cette complicité d'un individu. Le mot de panthéisme aussi me concerne, parce que je suis né dans une maison, et j'ai passé mon enfance dans une maison qui était la dernière maison avant la forêt. Alors vous pouvez imaginer les peurs et les fantasmes que peuvent développer les neurones d'un enfant qui passe son temps assis sur le muret de pierre sèche qui entoure la propriété, qui domine un vallon avec au loin la mer qui scintille et qui observe que le scintillement change avec l'heure, avec la position du soleil, tandis que le vallon, aujourd'hui traversé par une autoroute très chargée, puisqu'on est sous le Canet, donc c'est l'autoroute qui arrive à Cannes, eh bien, à la place de l'autoroute d'aujourd'hui, il y a des champs sur lesquels des paysans travaillent, et à midi, ils s'interpellent pour aller manger la soupe. C'est ça mon enfance. Et il y a un moment déclencheur, il y a un événement qui te fait prendre conscience qu'il y aura l'art toujours dans la vie et peut-être les études de médecine en même temps. Je dessine comme n'importe quel enfant, ni plus ni moins. Peut-être la singularité que je me reconnais peut-être, c'est juste le repérage d'une question. J'ai des éléments très précis pour savoir que cette question, je me la suis posée à 3 ans et demi, en dessinant. Cette question, c'est comment faire pour qu'un trait ne déborde pas sur un autre trait. Autrement dit, quand je dessine une maison, comment un trait vertical ne déborde pas sur le trait horizontal qui dessine le plancher. Et j'ai trouvé la solution et j'étais très fier, et j'étais tellement fier que je n'ai pas osé en parler à mes parents. J'ai eu le sentiment de faire une découverte. Il fallait lever son crayon avant d'atteindre le trait vertical. Et il est résulté de ça, ça c'est a posteriori que j'analyse ça. Évidemment, sur le moment, je n'ai jamais pris conscience de ça. Mais a succédé à cette découverte le fait que j'ai eu une espèce
d'obsessionnalité avec le dessin. Je dessinais de petites choses, et ces petites choses étaient de plus en plus fouillées. Et on se moquait gentiment de moi parce que je dessinais des bateaux qui n'étaient qu'un hublot. C'est-à-dire que sur toute la hauteur de la coque et sur toute la longueur de la coque, je faisais ce touchant de façon tangentielle, je faisais des hublots. Mais on me disait, mais ton bateau ne va jamais pouvoir naviguer. Mais finalement, ça m'ennuyait pas, parce que ça me permettait de savoir que les gens qui seraient dans ce bateau pourraient voir les poissons dans la mer. Bon, ensuite vient l'adolescence. À l'adolescence, on dessine pour échapper, dans mon cas, aux mathématiques. J'ai beaucoup dessiné en cours de mathématiques. J'aimais dessiner, je dessinais très vite. J'étais devenu une espèce de virtuose du dessin. En classe de dessin, bon, je dessinais plus vite que tout le monde, mais il va rougir parce que je vais le citer. Jamais je n'ai été comme Louis Danichère, demandant à la maîtresse de rester en classe pendant les récréations pour dessiner. Moi, je dessinais sous contrôle. Quand le professeur de dessin nous donnait à faire un dessin, j'en faisais 2 à la place d'1, mais je faisais ça aussi pour les compositions françaises, j'en faisais 2 à la place d'1, et le professeur notait le meilleur des 2. Bon. Et puis, la médecine est arrivée, je voulais effectivement faire 4 métiers. Je voulais être médecin, je voulais être peintre, je voulais être acteur, et je voulais être professeur. Alors j'ai combiné le professorat et la médecine, donc j'ai été maître de conférence à la faculté de médecine, en neurologie, et puis le peintre a commencé véritablement à devenir quasi professionnel de la peinture vers l'âge de 30 ans, et comédien à l'époque du lycée, et puis un peu plus tard, quand la retraite est venue. Voilà. Pas beaucoup d'influence à la maison, en dehors d'une envie de culture, pas seulement picturale, mais musicale. L'histoire d'un oncle mort très jeune, à 27 ans, dont j'ai retrouvé un beau jour la carte d'étudiant, rédigée en italien. Il avait fait les Beaux-Arts de Marseille et il avait une autorisation, je ne sais plus si c'est le commissariat à la culture ou le ministère des Beaux-Arts italien qui lui avait accordé une carte l'autorisant à rentrer dans les musées italiens pour y effectuer des copies. Voilà. Et bien sûr, j'ai été élevé, entouré par ces petites peintures sur des petits panneaux de bois, des huiles que aujourd'hui je considère comme tout à fait merveilleuses, mais je n'avais pas de jugement à porter et incapable d'en porter un quand j'avais, même lorsque j'avais 16 ou 17 ans. Alors, là, il y a la découverte des activités. Moi, ce qui m'intéresse aussi, parce que pour tout artiste, il y a, et dans le pouvoir que l'artiste prend pour s'aventurer dans l'imaginaire, il ne peut pas faire autre chose, je dirais, dans l'art pictural ou la sculpture, que de travailler la matière. Il est obligé de passer par la matière. Qu'est-ce que tu entends par matière ? Des matériaux. Un dessin qui n'est pas dessiné n'existe pas. S'il existe que dans notre tête, il n'existe pas. Donc, il faut travailler la matière. Et là, en tant que quelque chose qui m'est aussi venu à l'esprit en
en voyant notamment l'exposition qui a lieu maintenant. C'est une phrase d'un sociologue des médias, très connu, le Canadien Marshall McLuhan, qui est connu pour deux choses, je dirais, du grand public. C'est qu'il a inventé le concept de village global à l'apparition de la mondiovision. Et puis surtout, il a forgé un axiome que tous les historiens des médias et sociologues des médias connaissent, c'est « the media is the message ». Donc, le média devient le message. On ne s'en libère pas, c'est difficile de s'en émanciper. Donc, ce qui m'intéresse aussi, c'est que tu nous donnes des éclairages sur la réflexion que tu as menée au fil du temps, sur tes choix de support, de médias, de matériaux, d'équipements, pour produire donc déjà les œuvres exposées à la librairie Kléber, mais aussi au fil de ton cheminement, les étapes marquantes, hein, dans la double pratique d'ailleurs, de peintre et de neurologue, parce que j'imagine que l'environnement technologique a évolué grandement pendant ta carrière. Et ça a dû nourrir ta réflexion. Bon, alors je vais beaucoup te décevoir, parce que je pense que la matière première du peintre, alors je vais confondre matière et outil. Hein. La matière première du peintre est en fait un outil. En tout cas, dans mon cas particulier. Si aujourd'hui, on me demandait, quelqu'un comme ça, voudrait passer par mon atelier pour que je lui apprenne à peindre, je lui dirais non, je ne vais pas vous apprendre à peindre, ou je ne vais pas t'apprendre à peindre. Je vais t'apprendre à regarder. La matière première du peintre que je suis, c'est le regard. Ça a été le regard quand j'étais assis sur le muret qui entourait, qui limitait la propriété de mes parents. C'est aujourd'hui le regard, c'est aujourd'hui ou hier le regard que je posais sur mes patients. C'est aussi le regard qu'un beau jour j'ai posé à la demande d'un collègue biochimiste qui travaillait sur le comportement et qui étudiait les concentrations de différentes substances à l'intérieur du cerveau de rats, dont on étudiait le comportement. Il y avait ce que M. Carly appelait les rats tueurs et les rats non tueurs. Les rats tueurs, c'était des rats dans la cage duquel on mettait une souris, aussitôt le rat se précipitait sur la souris et puis l'estourbissait. Et puis les rats non tueurs, à qui on mettait dans la cage une souris et qui venaient renifler la souris, se frotter contre elle et ils faisaient ami-ami. Voilà. Et alors, ce garçon qui était comme moi, maître de conférence à la faculté de médecine, en biochimie, m'appelle en me disant « Viens voir mes rats, ils font des trucs bizarres. » Alors déjà, ça m'intéresse parce que, rétrospectivement, ça m'intéresse parce que ce qui m'a captivé dans la démarche de ce monsieur, c'est qu'il fasse appel à moi alors que je ne suis pas du tout biochimiste, et il me fait partager son regard. Et il avait raison. Je m'installe devant une cage, je regarde. Dans la cage, il y a plusieurs rats qui vivent en bonne coexistence. Long Evans, ils s'appelaient les rats. Et tout d'un coup, je vois un rat qui s'immobilise. Tout d'un coup, ces vibrisses, les moustaches du rat, on les appelle des vibrisses. Les vibrisses se mettent à battre en même temps que la tête chute. Ça dure 10 secondes. Et le rat se remet en activité normale. Et moi qui suis un spécialiste de l'épilepsie,
je me dis, mais ce rat est épileptique. Et effectivement, on a démontré que ce rat était épileptique. On a distribué ce modèle d'épilepsie dans le monde entier, où le regard nous permet de mettre un nom à quelque chose que l'on voit et qu'on n'est pas capable d'identifier. Mais si le regard, je suis d'accord. C'est la matière première. Ou c'est l'impetus. Mais à un moment donné, quand on parle du pouvoir de l'imaginaire, si on veut le partager, il faut l'exprimer. Ah, mais... Et il faut qu'il y ait un vecteur pour aller vers l'autre. Mais on ne... Alors là, deuxième déception, je me fous de l'autre. Alors, je n'en ai rien à foutre. Et la meilleure preuve, c'est que j'ai fait ma première exposition en 1972, j'avais 30 ans, j'avais une quarantaine de pièces au mur d'une galerie qui n'existe plus, qui était la galerie Bayeler, qui était, je crois qu'il y a un coiffeur maintenant, c'était à l'angle de la place de la Chambre de commerce et de la rue des Tonneliers. La boutique faisait l'angle. Donnant sur la place de la Chambre de commerce, c'était un atelier d'encadrement. Et donnant sur la rue des Tonneliers, c'était la boutique d'exposition. Et là, j'ai fait une exposition qui m'avait été organisée par quelqu'un qui travaillait à l'hôpital, qui avait des accointances avec les galeristes. Et sur la quarantaine de pièces que j'ai présentées là, j'ai dû en vendre une trentaine. Ça s'était jamais vu à Strasbourg. Le critique qui a fait le commentaire dans le Moniteur d'Alsace a parlé, tu sais qu'on met, à chaque fois qu'on vend une pièce, on met un petit point rouge. Il a parlé d'une épidémie de rougeole. Bon, j'aurais pu me dire, j'ai plus qu'à continuer. J'ai quand même été un peu surpris. Moi, je rêvais quand même d'être un peintre d'année, un artiste d'année. Ça m'embêtait pas de réussir avec la peinture, mais j'aurais préféré être un peintre d'année. Et donc j'ai été un peu surpris quand même de cette... j'avais vu au musée d'art moderne, quelques jours avant l'ouverture de mon exposition, j'avais vu des gens s'esclaffer devant un chou-fleur qu'avait présenté Raymond Weidelich, enfin différents trucs qui évidemment ne correspondaient pas du tout à la conception de l'art que moi j'avais. Mais je me disais, ils ont autant le droit de vivre que moi. Ils savent aussi bien ce qu'est l'art de ce que moi. Ils le savent même plutôt mieux. Puisque moi, j'ai été à l'écart de l'art moderne pendant des années et des années, parce que dans ma famille, on ne tolérait pas l'art moderne. Picasso, c'était une honte. Bon. Et donc, prudent, je me dis, je vais aller me chercher une caution auprès d'un peintre que certainement d'entre vous ont connu, Gérard Raoug, qui avait des vacations d'enseignant à l'école des arts décoratifs et qui, au moment de mon exposition, avait lui-même une exposition dans une galerie qui, elle non plus, n'a pas survécu et qui s'appelait L'Expression et qui était place Henri Dunant, tenue par Claude Bollac. Superbe galerie. Et dans cette galerie, Gérard Raoug présentait des grandes toiles noires, bien avant que Soulages en fasse son rituel.
Et j'ai été le voir un jour où il était à la galerie et je lui ai demandé de venir voir mon travail. Mal m'en a pris. Il est venu, très courtois, on a discuté pendant tout le trajet jusqu'à la galerie Bailler. Il est arrivé devant la vitrine, devant la porte vitrée. Il a entrouvert la porte. Il s'est arrêté sur le seuil. Et il m'a dit, il s'est retourné vers moi. Il m'a dit, mais c'est de la merde! Puis il est rentré. Il est rentré et à chaque toile, il me disait, mais qu'est-ce que tu aimes peindre? Mais c'est fou ce que tu peux aimer peindre. Mais c'est fou. Et on est devenus les meilleurs copains du monde. Enfin, copains, faut pas dire. Moi, j'avais 30 ans, lui en avait 50, 52. Et il m'a considéré comme son seul élève. Il m'a jamais donné une leçon. Mais auprès de gens qui me l'ont rapporté, il me considérait comme son élève. La seule leçon qu'il m'ait donnée, et qui explique que je me fous du public. Enfin, je veux dire, je me fous pas du public, mais je me fous de ce que pense le public. Et je ne travaille pas pour le public. Il m'a dit, tu sais, tu devrais arrêter de faire des expositions. Ce à quoi je lui réponds, écoute, c'est la première, il faut pas... Hein. Bon, tu devrais arrêter de faire des expositions et t'interroger, t'asseoir à ta table de travail, dessiner ou peindre comme tu veux, et te demander pourquoi tu peins. Et il m'a obligé à cet exercice, d'une certaine façon. J'ai voulu respecter absolument son propos. Au point que je lui avais dit, enfin, il m'avait dit, bien sûr, il y a une cuisine invraisemblable dans ta peinture, il y a une virtuosité. N'oublie pas, la virtuosité n'a rien à voir avec le talent. Donc, pour éliminer ma virtuosité, je me suis mis à dessiner de la main gauche, alors que je suis un droitier strict. Et puis, comme je sentais revenir la virtuosité avec la main gauche, je me suis dit, la seule solution d'échapper à la virtuosité, c'est de faire des points et des traits. Alors j'ai fait des points et des traits avec la main gauche. Résultat des courses, à l'exposition suivante, j'ai rien vendu. Bon. Et alors, quand tu fais pendant 6 ou 7 ans des points et des traits, il faut bien que ton esprit s'échappe et vienne remplir ce vide apparent qu'est cette feuille de papier qui était généralement coupée en deux, voilà, un petit format qui tient facilement, qui est au format de la main, vraiment. Et puis, voilà, on fait des points, on fait... Voilà. Pendant ce temps, ça travaille dans la tête. Et tu te rends compte que ce que tu fais sur ce morceau de papier, et si ça avait à voir avec le dessin et la peinture? Toute ma peinture, tout mon dessin, c'est très égoïste, c'est très mégalomaniaque, ne parle que de moi. C'est-à-dire que ça ne parle que de l'émotion que j'ai au moment où je trace un trait, au moment où je pose une couleur, où je cherche une couleur, et je pose la couleur. Et déjà, ça, c'est déjà de l'imaginaire. Et cet imaginaire, ensuite, te fait transformer les choses
que repère ton regard. Autrement dit, moi je suis un malade, un accro, un drogué à l'image des peintres, à l'image de tout ce qui m'entoure. Ça me permet de voir le travail des autres, ça me permet de savoir où il y a les séductions faciles, chez toi-même aussi. Hein, le petit tremblement un peu maladroit du trait qui fait que on a l'impression que c'est fragile, mais c'est fabriqué de toutes pièces. Hein, tu es d'accord, Daniel? Et Louis. Et Louis. Et donc là, maintenant, dans la rencontre avec Krauk, il y a une, comment dire, il y a une propension au dépouillement qui est évoquée. Mais est-ce que tu pourrais un peu s'y revenir, puisque la manifestation se place sous le signe du dialogue entre l'art et la science, entre les va-et-vient que tu as pu avoir entre ta pratique médicale qui évolue, où il y a quand même la technologie qui est fortement présente, et ce que ça a peut-être apporté ou pas, mais provoqué en toi au moment où tu retournais à ton expression artistique. Oui. Alors, là, il faut quand même être clair. J'ai fait beaucoup de recherches, parce qu'avec nos rats, enfin, je dis nos, enfin, ces rats dont je découvre qui sont épileptiques, enfin, et qu'en plus, je le confirme. Là, non, je ne peux pas vous raconter ça parce que ça serait cruel pour les chefs de service qui peuvent être des mandarins. Bon, pour faire simple, quand j'ai découvert ce rat que je soupçonnais d'être épileptique, j'ai été voir mon patron. Et je lui ai dit, monsieur, là, on tient peut-être quelque chose de très intéressant, on pourrait peut-être développer un rat, je voudrais savoir s'il est épileptique ou pas. Je voudrais aller au centre de neurochimie travailler. Un petit peu beaucoup, enfin, mais ne vous inquiétez pas, je fais encore partie du service. Bon. Ce monsieur me dit, écoutez, il ne le dit pas aussi aimablement que je vais le raconter. Écoutez, on ne commence pas à être chercheur à 30 ans. Et si vous allez en neurochimie, qui était le centre, effectivement, qui venait d'être installé par Paul Mandel, et si vous allez travailler en neurochimie, vous ne faites plus partie du service. Bon, je ne pouvais pas faire autrement. Et il se trouve que quelques années plus tard, j'ai croisé un garçon qui, on s'est pris d'amitié l'un pour l'autre, amitié dans la vie de tous les jours, amitié intellectuelle, amitié scientifique. Et un beau jour, je lui ai parlé de mes déboires avec mon patron en lui disant « Écoute, je pense que le rat sur lequel les biochimistes travaillent est un rat épileptique. Je pense, c'est pour ça que je ne dirai pas son nom, le nom de mon copain, je pense que toi, qui es fils de patron, puisque son père était professeur à la faculté de médecine, toi qui es fils de patron, peut-être que tu pourrais enlever le morceau. Tu vas voir mon patron, puis tu vas lui dire, monsieur, peut-être qu'on pourrait essayer de voir si ces rats en biochimie sont épileptiques. Il y est allé. Mon patron lui a dit « Oh, ça c'est formidable, c'est une idée formidable !» Et on a eu gain de cause, on a pu s'intégrer à une équipe de neurochimie,
Et on a écrit à peu près 250 papiers sur Seurat. Bien. Et pour dire que lorsque j'étais moi-même à la recherche en neurochimie autour de Seurat, je ne peignais plus. Et que c'est dans les vacances de la recherche que j'ai encore glissé de la peinture. Pourquoi ? Ben parce que quand tu fais de la recherche scientifique, tu les as à zéro, si j'ose dire. Parce que tu te mets un peu en péril. Tu vas organiser une manipulation, tu vas faire une observation, et si l'observation n'est pas concluante, et si la manipulation n'est pas concluante, etc. Et puis après, il faut rédiger un article, et l'article, il est soumis à des référis, et les référis pointent le bout de leur nez, qu'est-ce que c'est que ça, vous voulez refaire cette expérience, etc. Autrement dit, tu te remets en question en permanence, et je pense qu'il est impossible de faire les deux en même temps. Tu ne peux pas te remettre en question en peinture en même temps que tu te remets en question dans les sciences. Mais en revanche, ce qui est clair, c'est l'étroite parenté qu'il y a entre la démarche scientifique et la démarche artistique. Il y a nécessairement, plus ou moins implicitement, une hypothèse qui conduit ton travail artistique, ou certains moments de ton travail artistique. Et puis, il y a une hypothèse qui mène ton travail scientifique. Et regarde comme, si j'ose dire, comme le regard est essentiel, le regard que j'ai posé sur ces rats, mais qui avait été posé avant moi par ce biochimiste, qui me révèle qu'effectivement, ce comportement peut s'expliquer par quelque chose sur quoi nous pouvons mettre un nom, eh bien, c'est un peu la même chose. Louis Danicher, ici présent, est à la responsabilité, avec 3 autres complices, de l'exposition qui a lieu en ce moment à l'Hôtel de la Région et qui s'intitule « À bout de souffle ». Il faut aller voir cette exposition. Le mur du fond est occupé par 7 pièces. 7 pièces qui sont toutes noires. Et noires parce que, si j'ose dire, l'horizon est bouché en ce qui concerne la destinée de cette cette exposition est une manifestation pour faire comprendre à la ville qu'il y a le besoin, il y a beaucoup d'artistes en Alsace, et il y a le besoin d'une salle d'exposition. Et comme depuis 7 ans, ces expositions se succèdent et que la ville ne réagit pas, le comité, si j'ose dire, le conseil d'administration de cette association nous avait invités à travailler sur le noir, pour dire que l'horizon est noir ou l'horizon est bouché. Et moi, j'ai pensé à la pièce que j'allais faire depuis 1 an que je connais le thème. Autrement dit, chaque fois que j'ai été en présence de noir, je me suis dit, ça va être pour l'exposition. Je vais transposer ça en une peinture qui va servir à l'exposition. Par exemple, la porte grillagée de Saint-Guillaume. Et en fait, ce que j'ai découvert, mais ça faisait plusieurs années que je l'avais découvert, je vais passer mes vacances à Cibourg, à côté de Saint-Jean-de-Luz, et là, dans le virage
qui contourne la coopérative maritime, il y a un mur qui est en béton. Et quand il pleut, le béton s'imprègne d'eau différemment, selon c'est le béton qui est au ras du sol ou si c'est le béton qui est à la crête du mur. Et il y a eu des pluies pendant que j'y étais cet été, et à un moment donné, j'ai trouvé dans les traces d'humidité qui imprégnait le mur, j'ai trouvé exactement le motif de la peinture que je présente à l'exposition de Danicher et consorts. Autrement dit, quand tu peins, il y a des choses qui se font complètement à ton insu si tu t'appuies sur l'imaginaire. J'ai répondu sur l'imaginaire? Pas tout à fait. Oui, tout à fait. Enfin, disons que dans les différentes phases de ta production, j'avais quand même remarqué une chose, c'est que tu es très, très amoureux de la forêt et que il y avait, comment dirais-je, un amour viscéral de la nature qui était perceptible. Oui, ça, c'est le panthéisme dont tu parles. Oui. Mais même pas tellement les paysages spectaculaires, mais plutôt des paysages familiers. Je suis pour qu'on explore la beauté de la banalité. Et donc, la question, c'est la suivante. Est-ce que tu penses que ça peut être lié aussi avec ton activité de scientifique, ça, ce rapport avec l'environnement de première proximité, en tant que motif? Mais pour moi, tout est motif, à condition de le dépasser. Autrement dit, je m'appuie constamment sur le concret. Mais entre mes pattes, pour moi, le concret quitte son statut de concret et il devient abstrait. Enfin, sinon abstrait, du moins, je ne lui vois plus la vertu de la reproduction conventionnelle. Alors bien sûr, je fais de la peinture qui est très lisible. Un arbre est un arbre, la forêt est la forêt, mais ça n'est pas fait dans cet esprit. Pour moi, la feuille de papier sur laquelle je dessine la forêt, c'est une feuille de papier dans laquelle je peux rentrer. Ou c'est une feuille de papier sur laquelle le dessin révèle ce qui est contenu dans la feuille de papier. On peut inventer la démarche inverse. Qu'en grattant avec une mine de crayon, tu révèles ce que le dessin contient. C'est l'histoire du sculpteur qu'un enfant interroge. Le sculpteur est en train de sculpter un cheval et l'enfant lui demande « Mais comment savais-tu qu'il y avait un cheval à l'intérieur de la pierre ?» Alors, et puis je boucle la boucle avec cela. Donc dans l'intitulé Le murmure des pierres, il y avait, pour moi en tant que personne qui a une formation littéraire, il y avait des réminiscences de lecture, notamment du romantisme allemand avec la synesthésie. Hein. Et ça, je trouve ça quand même assez récurrent dans tes postulats. C'est forcément aussi il y a des échos aux illuminations de Rimbaud, aux correspondances baudelairiennes qui viennent immédiatement à l'esprit.
Et puis, en tant que philologue, j'ai fait ce qu'on fait en pareil cas, c'est je suis allé piocher dans le dictionnaire pour vérifier la définition. Et puis j'ai vu quelque chose qui m'a frappé, c'est que la première définition de la synesthésie est médicale. Donc je vais la lire. Trouble de la perception dans lequel une sensation supplémentaire est ressentie dans une autre région du corps que celle qui est perçue normalement. Alors je dirais pas dans une autre région du corps, dans une autre... le mot m'échappe. Dans une autre sensibilité. C'est-à-dire que chez Rimbaud, le son A évoque le rouge, le son E, etc. Un autre synesthète, c'est-à-dire qu'il y a vraisemblablement, c'est une hypothèse, il y a vraisemblablement non pas un défaut, mais un surplus de connectivité entre des régions qui ne doivent pas être connectées normalement, ou qui doivent être connectées selon un principe tel que, autrement dit, quand quelqu'un entend quelque chose, il peut percevoir en même temps que le son une sensation colorée. Mais pour d'autres, c'est une sensation gustative, parce qu'il y a à peu près 200 variantes de synesthésie. Olivier Messiaen est un synesthète qui transforme pratiquement tout en son. Ça tombe bien, il en a fait son métier. Alors, je vais répondre sur le murmure des pierres. Alors ça, c'est l'imaginaire. Ce que je voudrais dire d'abord, et ce que j'ai déjà dit, c'est que la recherche artistique et la recherche scientifique, pour moi, se font de la même façon. On fait des hypothèses, on s'engage dans une impasse, parfois l'impasse est productive, parfois c'est une impasse définitive. Bon. Dans le murmure des pierres, l'idée m'en est venue à l'occasion d'une émission que j'écoutais d'une oreille distraite, mais dans laquelle quand même était interviewé Jean Mallory, grand ethnologue, connaissant les peuplades inuites, et qui rapportait que dans la tradition inuite, les pierres communiquent entre elles. Et j'ai imaginé, soumis à l'injonction de préparer quelque chose pour Art on Science, j'ai imaginé quels pourraient être les moyens de démontrer la réalité d'une communication entre les pierres, ou sinon d'une communication entre les pierres, du moins du bruit imperceptible des pierres, mais que des outils plus performants que l'oreille humaine, s'il y en a, pourraient reconnaître comme des bruits émanant des pierres. Et donc, là, d'emblée, le scientifique a rejoint l'artiste, si j'ose dire, puisque je me suis mis au défi d'écrire un article selon les canons de l'article scientifique, c'est-à-dire l'hypothèse, l'état de la question, l'hypothèse de départ, les matériels et méthodes utilisés, les résultats, la discussion et une conclusion. Et donc, j'ai effectivement imaginé que on fait des sondages partout, dans les grands fonds marins, pour étudier les bruits.
On a conclu qu'effectivement, il y a des bruits dont l'origine animale est clairement démontrée, dont l'origine végétale est clairement démontrée, et on se demande s'il n'y aurait pas des bruits d'origine minérale. Alors, je dis que pour éviter d'aggraver le bilan carbone de la planète, on a refusé une bourse pour aller aux Bahamas faire nos enregistrements, et qu'on le fait dans le ruisseau du Schnokelor, qui est un ruisseau bien connu des pêcheurs à la truite arc-en-ciel, dans les Vosges, et à la cascade du Ninvert sans barbe. Le Ninvert sans barbe étant une allusion à quelque chose que tu es sans doute trop jeune pour avoir lu, qui s'appelait l'histoire du sapeur Camembert. Le sapeur Camembert, écrit par un polytechnicien, en même temps que la famille Fenouillard, Mais je connais le sapeur Camembert. Tu connais le sapeur Camembert? Eh bien, au lieu de dire « c'est invraisemblable », il dit « c'est Ninvert sans barbe ». Bon, alors je mène cette expérience, qui est une expérience fictive. Donc, j'ai trouvé dans la littérature scientifique des plages constituées d'éléments distincts que j'ai retravaillés à l'ordinateur pour les mettre dans des couleurs différentes, et j'ai trouvé de quoi présenter un site correspondant à l'enregistrement. J'ai inventé que grâce à un hydrophone différentiel, qui est en fait la combinaison d'un cornet acoustique associé à un logiciel classé secret défense, on peut transformer les oscillations en rapport avec les sons par des couleurs. Et évidemment, c'est plus facile à analyser. Une gamme chromatique sous les yeux est plus facile à analyser qu'une oscillation qui est en fait une multitude de composantes oscillatoires. Et puis, ça c'est ce qu'on obtient quand la cascade est à plein débit. Et puis, à un moment donné, je décide de détourner la cascade, d'enlever la végétation de la cascade, et de toute façon, elle repoussera. C'est pas un crime écologique que j'ai commis là. Et j'enregistre ce que je suppose être le résidu de mes travaux de terrassement, c'est-à-dire uniquement les pierres. Et je constate qu'il y a encore du signal, mais que ce signal est d'une autre couleur, mais que cette couleur, elle est aussi dans l'enregistrement précédent, parasité par plein d'autres choses. Mais donc, et je considère que ce que je reçois, que ce que j'obtiens là, c'est le résidu, c'est le murmure des pierres. Voilà. Alors je précise quand même, parce que c'est quand même intéressant pour les pêcheurs à la truite, c'est qu'il faut qu'ils se méfient, parce que moi j'ai pas pu présenter tous mes résultats, parce que il y a un grizzly des Vosges qui, ayant faim, a fourragé dans mon sac à dos et pour chercher du cornet de bif, et donc il a détruit un certain nombre d'enregistrements. Voilà. Donc, alors je ne sais pas comment le comité de lecture a reçu mon œuvre, mais voilà.